Avec grand plaisir. Merci Marie-Claire. Bonjour à toutes et à tous. Euh, je ne vous cacherai pas, le bonheur que j'ai d'introduire ce webinaire tout particulier. Premier webinaire qui est consacré au verdissement du numérique, la Green IT en bon français, avec l'ambition d'accompagner les établissements de santé privés dans cette démarche de transition écologique et numérique. Alors, si nous devions faire juste un petit pas de côté, les établissements de santé privés, en leur qualité d'acteurs de santé, sont des gros consommateurs d'énergie, de produits, d'eau, producteurs de déchets, mais également d'émissions de gaz à effet de serre, puisque selon le dernier rapport du Shift Project de 2023, 8% de l'empreinte carbone générée en France est issue du secteur de la santé. 12% des consommations d'énergie sont aussi attribuées au secteur de la santé au sein du secteur tertiaire. Euh, Pardon. Et donc, si les principaux postes d'émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la santé sont identifiés autour des achats, de l'alimentation, des transports et de la consommation d'énergie, c'est vrai que côté impact numérique, on a des évolutions on ne sait pas encore évaluer effectivement cet impact du numérique dans ce cadre-là. Donc peut-être néanmoins quelques chiffres qui ont été produits assez récemment, puisqu'il y a un rapport du Sénat en 2020 qui a évalué l'empreinte carbone du numérique à 15 mégatonnes de CO2 par an, ce qui représente 2% des émissions nationales. Et si nous devions rester dans cette trajectoire-là sans action, ce chiffre-là pourrait tripler à l'horizon de 2050. Et d'ailleurs, 3 ans plus tard, il y a une étude de l'ADEME et de l'ARCEP qui a effectivement évalué l'impact carbone, l'empreinte carbone en France du numérique à hauteur de 2,5%. Et à horizon 2030, si le flux, le trafic de données et l'évolution des équipements devaient continuer sur leur trajectoire, on aurait une évolution à 2030 de 45% des gaz à effet de serre et pourrait même tripler à horizon 2050. Bon. Dans ce contexte, ce webinaire a l'occasion, enfin, est l'occasion pour nous d'évoquer un peu de manière pratique l'enjeu de la réduction de l'empreinte carbone du numérique en santé. Et à ce titre, on a souhaité effectivement l'intervention, en tout cas une parole experte, et également en écho un retour d'expérience issu de l'hospitalisation privée. Parce que en fait, ces actions se développent au niveau national. Elles sont une réalité dans beaucoup d'endroits. On a, nous, côté FHP, fait une enquête pour les besoins de la rédaction d'un article. Et je ne vous cacherai pas ma belle surprise des actions qui peuvent exister aujourd'hui dans les établissements de santé, et donc l'occasion, effectivement, de pouvoir en partager quelques éléments aujourd'hui avec vous. Donc le défi aujourd'hui, c'est d'amplifier cette dynamique de décarbonation du numérique en santé, mais dans le même temps, et ça je souhaitais qu'on puisse effectivement avoir aussi ça dans le viseur ou dans le scope de travail, c'est que ce qu'on appelle la Green IT est quand même appelé à irriguer les futurs financements numériques, mais également les démarches qualité des établissements. Euh, alors, vous savez, la fédération, en décembre 2023, a signé une convention avec les pouvoirs publics et de nombreux acteurs de santé pour déployer une feuille de route nationale de planification écologique du système de santé, parmi lesquels il y a un axe qui tient à l'impact environnemental du numérique. Je suis ravi d'introduire et de savoir avec nous les intervenants. Brigitte Serroussi pour la DNS, avec qui j'ai eu la chance de travailler sur certains projets qui tiennent effectivement à ces sujets qui seront l'objet de la réunion, mais également sur l'éthique en numérique, qui sont des sujets essentiels. Et vous savez qu'on était fondateur de la feuille de route du numérique. Et par ailleurs, avec les intervenants du groupe Visual Santé, avec qui on travaille aussi par ailleurs sur l'ensemble du programme numérique, et aussi sur ce sujet du Green IT, puisqu'effectivement producteur dans le cadre de la production que nous avons eu à réaliser il y a quelques mois. Donc, je suis ravi de passer cette heure avec vous, avec l'ambition, effectivement, de pouvoir faire progresser
cette démarche de décarbonation dans le numérique. Peut-être, Marie-Claire, je te laisse la main pour pouvoir présenter plus avant nos intervenants et peut-être l'architecture de notre intervention de ce matin. Oui, merci beaucoup Bertrand pour cette introduction. Donc effectivement, Marie-Claire Vier, donc je suis directrice stratégie à la FHP et je suis notamment en charge des sujets de déploiement, en tout cas des démarches RSE au sein du secteur. Et donc effectivement, on a 1 heure consacrée pour ce premier webinaire dédié justement à la réduction de l'empreinte carbone du numérique en santé et de vos SI. Donc, 1 heure pour évoquer les enjeux, évoquer les outils, les actions possibles. Vous aurez la possibilité donc de poser vos questions en cliquant sur l'onglet en bas de votre écran questions et réponses et nous aurons un temps dédié de réponse à vos questions en fin d'intervention. Mais sans plus attendre, je souhaite remercier donc Brigitte Serroussi, qui est directrice de projet et responsable de la cellule éthique du numérique en santé à la DNS, qui est la délégation au numérique en santé. Merci beaucoup, Madame Serroussi, d'avoir accepté d'intervenir au webinaire FHP pour nous parler des enjeux relatifs à l'impact environnemental du numérique en santé et puis également des outils qui ont été travaillés au niveau national et notamment l'outil Eval Carbone SIH. Sans plus attendre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci aussi à Bertrand pour l'introduction et pour finalement avoir posé le décor, sachant que vous avez déjà dit beaucoup de choses. Alors, donc, j'ai été présentée, donc je suis Brigitte Serroussi, effectivement, je suis à la délégation au numérique en santé, en charge des sujets qui sont en rapport avec l'éthique du numérique en santé, ça a été dit, sachant que une des dimensions d'un numérique en santé éthique, c'est un numérique en santé qui serait éco-responsable. Je vais vous parler ce matin de l'impact environnemental du numérique en santé, de l'empreinte carbone du numérique d'un établissement de santé et du calculateur CO2 d'un SIH. Donc, sur l'impact environnemental du numérique en santé, c'est vrai que ça s'est un peu amélioré, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on pensait que le numérique était immatériel et que finalement, il n'avait pas d'impact. Or, on s'aperçoit que le numérique au niveau mondial, c'est 3,5% des émissions de gaz à effet de serre, sachant que, en gros, c'est de l'ordre de l'aviation au niveau commercial. On sait par ailleurs que le numérique, il y a un souci avec certains usages. Donc, par exemple, une requête Google, c'est 7 grammes de CO2. 10 requêtes, c'est 1 kilomètre fait à scooter. Si on veut aller plus loin, on a effectivement, je cherche par où, des chiffres chocs de la pollution numérique. Donc un ordinateur, c'est un poids lourd environnemental avec un certain nombre ici, d'impacts qui sont, issus de sa fabrication, les vidéos, les mails, le téléphone, l'internet qui polluent autant qu'un grand pays industriel. Ça serait, si c'était un pays, le 6e plus gros pays consommateur d'énergie. Alors, à côté de ça, on a effectivement des chiffres sur l'impact environnemental de la santé. En France, la santé, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on voit bien que le numérique en santé, c'est un peu à l'intersection des deux. Il n'y a pas réellement de chiffres pour ça, et ça va dépendre effectivement des pays, puisque la santé, c'est quelque chose qui va être rapporté au pays. Mais quand même, on sait que ça va être quelque chose et que c'est appelé, avec le déploiement du numérique en santé et l'augmentation des usages, c'est appelé à augmenter. Il y a des prévisions effectivement qui disent que si on ne fait rien, comme l'a dit Bertrand, ça va augmenter de 60% d'ici à 2040 et ça pourrait atteindre 7% de l'empreinte carbone nationale, le numérique en santé. Alors, bien sûr, il y a une mobilisation mondiale, suite notamment à une alerte, qui a été lancée par l'OMS en rappelant que le changement climatique entraînerait près de 250 000 décès supplémentaires par an
au niveau mondial si effectivement on n'arrêtait pas ça. Donc en gros, en tant que ministère de la Santé et en tant que cellule de l'éthique du numérique, en vertu du principe de non-malfaisance, il faut agir sur les modalités nécessaires pour faire ralentir dans un premier temps et stopper complètement dans un second. Et on agirait ainsi sur la prévention des maladies et sur la santé des citoyens. Donc, au niveau du ministère, on a eu effectivement, au sein de la cellule de l'éthique numérique en santé, la création d'un groupe de travail dédié, sobriété numérique et développement durable, en 2019, avec des premiers travaux qui ont conduit à la publication d'un rapport sectoriel, donc un rapport spécifique à la santé, sur l'impact environnemental du numérique en santé. Donc ce rapport, vous l'avez ici, j'ai mis l'URL, si vous voulez y accéder. Il est préfacé par Dominique Pont et Laura Letourneau, qui étaient les délégués au moment de la publication, et qui rappelaient que agir sur la prévention des maladies et sur la santé passe par la diminution de notre empreinte carbone, et que bien sûr, la solution, ce n'est pas de limiter le recours au numérique en santé ou de limiter les soins qui s'appuieraient sur du numérique en santé, mais c'est plutôt d'aller vers un numérique en santé qui serait responsable, ce qui implique une réflexion en profondeur sur les besoins et une lutte sur finalement le numérique inutile. Donc les choses sont en marche et elles progressent. Au sein de ce rapport, vous allez voir qu'il y avait un document qui finalement donnait quelques principes pour soutenir la sobriété numérique en santé dans la durée, avec finalement une logique de bénéfice-risque. Quel est le bénéfice de l'utilisation, de la fabrication du numérique en santé par rapport au risque? Si finalement on n'en a pas vraiment besoin, bah, c'est peut-être pas la peine de le faire. L'éco-conception, donc c'est-à-dire qu'en gros le numérique et en particulier le numérique en santé doit être développé avec des principes d'éco-conception pour en faire un numérique en santé éco-responsable. Et puis l'éco-soin, c'est la pertinence des soins, éviter par exemple la redondance des bilans et d'imagerie pour limiter naturellement le recours au numérique par finalement économie de la redondance, quoi. Donc là, je ne vais pas passer dans le détail, mais en gros, il y a 3 temps, hein. Agir en amont, c'est-à-dire avant de recourir à un service, agir pendant la vie du service, donc son utilisation, et puis agir après, sur l'obsolescence des équipements, c'est-à-dire leur assurer une seconde vie, soit par la réutilisation ailleurs que dans le champ de la santé, où les exigences seraient moindres, soit par le recyclage, c'est-à-dire la réutilisation, enfin, le fait de se donner les moyens d'aller retrouver les pièces qui sont réutilisables et les réutiliser. Alors, on était en 2021, c'était la première feuille de route. On peut se dire: «Oui, maintenant, ça y est, c'est terminé, on n'y pense plus». Non, non, pas du tout. Au niveau de la deuxième feuille de route du numérique en santé, la feuille de route 2023-2027, l'éthique a été remise en avant et la durabilité, bien évidemment, c'est-à-dire le fait d'aller vers un numérique en santé éco-responsable. Sachant que l'ANS, donc l'Agence du numérique en santé, a pour mission de faire de l'éthique un élément central du virage numérique en santé, notamment en intégrant cette thématique au sein de l'ensemble de ses référentiels. Donc vous avez peut-être vu qu'effectivement, on avait des référentiels de sécurité, on avait des référentiels d'interopérabilité et ils étaient opposables. Là, depuis l'article 58 de la loi de financement sécurité sociale 2023, pardon, qui s'instancie dans un article qui est 1407 ou 05. Et bien là, en gros, l'opposabilité de l'éthique des référentiels est venue rejoindre celle de la sécurité et de l'interopérabilité. Alors, comme l'a dit effectivement Bertrand, c'est également porté plus largement, pas uniquement au sein de la DNS, avec cette feuille de route de la planification écologique du système de santé, qui a été signée par un ensemble des acteurs du paysage du numérique en santé, mais aussi du paysage de la santé, avec finalement 8 domaines d'action. Donc, bâtiment, énergie, industrie, produits de santé, achat durable, soins éco-responsables, déchets, formation et recherche, transport et mobilité durable, et le meilleur pour la fin, comme c'est toujours le cas, le numérique en santé et son impact environnemental. Et donc là, on est engagé, nous, la DNS, avec l'ensemble des acteurs,
pour la promotion de l'achat des équipements et des matériels numériques issus de l'économie circulaire, avec la mise en place d'un écolabel, les dispositifs éco-conçus, la lutte contre l'obésitiel, les démarches d'éco-conception, le contrôle de l'impact environnemental des services du numérique en santé par la mise en œuvre d'éco-scores, et puis lutter contre l'obsolescence accélérée des matériels, avec le fait de les utiliser le plus longtemps possible et de les recycler après. Et puis un travail également sur la consommation énergétique, notamment des data centers et de certains matériels médicaux. Alors, là, ça dresse un petit peu le paysage. Si maintenant on veut aller plus précisément dans l'empreinte carbone du numérique d'un établissement de santé, en fait, il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés sur la distribution un petit peu en fonction des postes, des émissions de gaz à effet de serre d'une DSI, tous secteurs confondus, la banque, la poste, voilà. Et ce qu'on trouve en général, c'est-à-dire au niveau de tous les secteurs, c'est qu'on retrouve que d'abord, il y a un poste environnement utilisateur, téléphonie, impression, internet et réseau étendu, réseau local, cloud, centre informatique, DSI. On retrouve tous ces postes dans pratiquement toutes les grandes entreprises et tous les secteurs. Eh bien, 70% de l'empreinte carbone est due à l'environnement utilisateur et au centre informatique plus cloud, ainsi qu'aux achats des prestations de la DSI. Donc on voit ici que on voit bien la couleur bleue qui dénote l'impact de la fabrication et la couleur verte qui dénote l'impact de l'utilisation, que la fabrication, c'est quand même essentiellement l'environnement utilisateur et la DSI avec les centres informatiques. Alors bien sûr, il y a l'impression, mais ça monte moins haut, quoi. Alors, si on se penche maintenant plus avant et qu'on va au niveau d'un établissement de soins avec son système d'information, on retrouve bien entendu les mêmes postes et on voit effectivement qu'on retrouve à peu près les mêmes postes gourmands, c'est-à-dire l'environnement utilisateur et les DSI. Sachant que ça, par nature, c'est incomplet pour la santé, puisque toute l'imagerie médicale, tous les dispositifs médicaux connectés, tout ce qui est automate de laboratoire, tout ce qui est effectivement de ce registre-là qui fait la spécificité de la santé, eh bien, on ne dispose pas des facteurs d'impact qui nous permettraient d'inclure ces matériels-là dans l'évaluation de l'impact du numérique en santé d'un établissement de soins. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est au moins ça, mais que probablement plus, puisqu'il y a toute une partie qui n'est pas intégrée dans les calculs. Alors, qu'est-ce qu'on a comme moyen d'agir? D'abord, quand on fait les calculs, on voit que pour les 870 établissements publics français, excusez-moi, je n'ai les chiffres que pour les établissements publics français et seulement pour 2020, on voit que environnement utilisateur et utilisation, c'est 150 000 tonnes équivalent CO2. Ensuite, on voit également que si on creuse un peu les sujets pour se donner les moyens d'agir, eh bien, on peut agir sur la fabrication et on peut agir sur l'utilisation. Donc, sur la fabrication, vous avez bien compris, c'est essentiellement allonger la durée de vie des matériels, réemployer et recycler. Pour tout ce qui est hébergement, c'est choisir un hébergement en France, puisque l'électricité est plus verte en France, moins émettrice de gaz à effet de serre. Et puis, c'est privilégier des modèles basés sur le service qui favorisent la durabilité et la longévité des équipements. Sur l'utilisation, eh ben, il faut utiliser des logiciels éco-conçus, il faut mettre en veille les équipements réseau, il faut éteindre les consoles après 1 heure d'inactivité, donc faire en sorte de jouer effectivement sur le temps d'utilisation par jour et finalement garder éteintes les machines lorsque on ne les utilise pas. Alors, le bilan carbone, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une méthode qui a été conçue par l'ADEME qui permet d'analyser et en même temps de comprendre les émissions directes et indirectes des gaz à effet de serre qui sont générées par l'ensemble des activités d'une entreprise ou d'une organisation. Donc, le scope 1, c'est les émissions directes. Le scope 2, c'est les émissions indirectes, c'est-à-dire les émissions qui sont liées à la production des énergies que l'entreprise utilise. Et puis, le scope 3, c'est tout le reste. Alors, on sait que de maintenant, depuis l'article L229-25 du Code de l'environnement, ce bilan carbone, il est obligatoire
pour les entreprises de plus de 500 salariés et pour les établissements publics de plus de 250 agents, donc obligatoire depuis le 1er janvier 2023, avec des amendes si effectivement il y a des manquements. Donc, l'idée, c'est effectivement de s'engager, mais attention, dans le bilan carbone, il faut vraiment aller jusqu'au scope 3, parce que si on ne tient compte que des scopes 1 et 2 qui sont les plus simples, eh bien, on s'aperçoit que tout ce qui est assuré, par exemple, eh ben, on passe à côté. C'est pas compté. Donc, effectivement, on a une estimation qui commence à être de moindre qualité, puisque, un, on sait qu'on ne compte pas tout ce qui est dispositif médical connecté. Deux, si on compte pas non plus le scope 3, on commence à avoir vraiment une toute petite partie émergée de l'iceberg. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas y aller. Il faut y aller et s'améliorer. Donc, nous, à la DNS, on a développé un certain nombre d'outils, des calculateurs d'impact environnemental pour les applications de santé, pour la téléconsultation, et là, récemment, le petit dernier, pour l'impact d'un système d'information hospitalier. Alors, les fonctionnalités de ce Eval Carbone SIH, c'est calculer l'empreinte environnementale annuelle des équipements numériques d'un établissement, proposer la capacité d'avoir des simulations de scénarios qui permettraient de verdir son numérique de santé et de comparer entre différents services. Alors, ce qui est intéressant, c'est que alors que les écoscores sont totalement propriétaires pour les applis et pour la téléconsultation, là, en gros, on a choisi de réutiliser le modèle de calcul NumécoEval qui a été mis au point et qui est publié en open source par le ministère de la Transition écologique. L'idée, c'était de converger vers une méthodologie unique plutôt que d'avoir des calculateurs de partout avec des méthodes différentes et finalement la tour de Babel, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, chacun va mettre en avant son impact carbone, mais comme ce n'est pas calculé de la même manière, ce n'est pas comparable et on ne peut pas vraiment avoir une vision du paysage. Bien sûr, pour un acteur, de calculer avec une même méthode son impact carbone lui permet de s'améliorer, mais ne lui permet pas de se positionner par rapport aux autres. Donc, on utilise également Ah, il y a une coupure des de... facteurs. Ah, Madame Serroussi, il y a une coupure de connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je confirme, Marie-Claire, effectivement, on est en coupure. Pour tout le monde. Nous, on suit. Pardon? Vous avez été coupé, il y a eu une rupture de connexion de votre Ah, côté. Donc, on n'a pas entendu la dernière minute. Peut-être d'accord. éteindre votre caméra au cas où. Je ne sais pas si ça peut avoir un effet sur la bande passante. Ah, vous m'entendez à nouveau? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est, Brigitte, on C'est vous entend. revenu? Ah, On je vous ai perdu à quel moment? Marie-Claire, ton micro est fermé. Il y a à peu près une minute. Ok, est-ce que je reviens en arrière ou est-ce qu'avec les slides, c'était Non, pas... celle-ci, c'est parfait. Ok, d'accord. Donc la méthode, je vous en ai parlé, c'est la méthode de calcul du ministère de la Transition écologique basée sur les facteurs d'impact recommandés par le ministère de la Transition écologique. Et puis ça donne quoi? Ça donne les émissions annuelles de gaz à effet de serre, mais plus les radiations ionisantes, l'épuisement des ressources, l'émission de particules fines, l'acidification et un certain nombre comme ça de métriques assez classiques d'impact environnemental. Là, actuellement, on a un périmètre qui est basé sur l'inventaire de ces matériels-là, donc les ordinateurs portables et fixes, les écrans, les serveurs rack, les baies de stockage, les commutateurs réseau. Bien sûr, on est limité par la base d'impact, mais c'est un modèle évolutif qui a vocation à s'enrichir. Donc, je vous fais une petite simulation, puisque en gros, je n'ai pas testé de le faire en vrai. Donc, c'est une simulation de calcul d'impact, mais sur la base de copie d'écran. Donc, vous arrivez ici sur la plateforme via l'application de la TIH que la TIH a mise à disposition pour faire ses déclarations OSIS, donc l'application Plage. Et là, vous vous connectez.
vous vous dites que vous voulez créer un inventaire, hein, puisque en gros, ce calculateur carbone se base sur la description d'un parc informatique avec un certain nombre de critères qui le caractérisent, mais vous allez voir, c'est vraiment basé sur quelle est finalement la nature du parc informatique. Donc là, vous créez un inventaire, vous donnez un nom. Là, on marque CHU moyen 2020, n'importe, voilà, on continue et on commence à renseigner les équipements. Donc, combien d'ordinateurs portables, combien d'ordinateurs fixes sans écran, combien d'écrans, de serveurs rack. Et quand vous ouvrez pour les ordinateurs portables, vous avez différents modèles parce qu'on a les facteurs d'impact pour ces modèles-là. Après, quand on ne rentre pas pile dans les cases, bah, il faut aller vers celui qui est le plus proche. Et là, vous allez donner une quantité, combien il y en a, la durée de vie moyenne en année de ces matériels-là, et puis le nombre d'heures d'utilisation par jour. Donc là, c'est des ordinateurs qui sont utilisés 24 heures sur 24 et qui durent en moyenne 5 ans. Et on continue, l'ultra portable, le portable, l'ordinateur fixe sans écran. Et à la fin, quand on a fini de renseigner son inventaire, eh bien, on a un total comme ça. On a 424 ordinateurs portables, 2607 fixes, 2607 écrans, pas de serveur rack, pas de stockage, voilà. Et attendez, par contre, excusez-moi, là, vous calculez, vous cliquez sur calculer l'empreinte ou bien calculer l'empreinte, ça dépend si c'est plus ou moins long. Et donc, on a accès plus facilement à celui d'en haut ou celui d'en bas. Et là, on vous donne voilà, l'empreinte carbone annuelle pour un CHU moyen sur la base, puisque ça c'est un calcul vrai par contre, de ce qui a été déclaré aux IS dans le rapport de 2020. Et donc là, en gros, on a 172 tonnes de CO2 équivalent. Alors, quand les gens ne savent pas trop bien ce que ça veut dire, c'est à peu près 900 000 km en voiture sur un an, hein. Et puis, on a le détail de l'empreinte avec bah, ce qui revient de la fabrication, 150 tonnes, la distribution 2 tonnes, l'utilisation 14 et la fin de vie 5. Voilà. Et on peut aller plus avant avec une espèce de représentation graphique. Là, vous allez avoir l'empreinte carbone par type d'équipement avec une barre ordinateur portable, une barre ordinateur fixe sans écran, une barre écran. Et là, vous allez avoir à l'intérieur de ces différents équipements, vous allez avoir la distribution par les étapes du cycle de vie. C'est-à-dire en bleu, bah, tout ce qui relève de la fabrication, en violet, la distribution, et en rose foncé, l'utilisation, et rose clair, la fin de vie, avec des petits conseils en passant. Alors, comme des fois, c'est assez disproportionné, la fabrication l'emporte sur tout le reste, on peut barrer la fabrication et en la barrant, en fait, on va étendre les échelles des autres impacts de façon à voir clairement ce qui relève de la distribution, de l'utilisation et de la fin de vie. On a la même chose, mais au lieu d'avoir une distribution comme on l'avait tout à l'heure par équipement, on a la distribution par étape du cycle de vie. Donc la fabrication, la distribution, l'utilisation, la fin de vie, et à l'intérieur de chacune des étapes, la répartition selon les types de matériel. Donc là, on voit que finalement, c'est la fabrication des ordinateurs fixes sans écran qui coûte le plus cher en termes d'impact carbone, puisque c'est ce qui est le plus grand. De la même manière, vous pouvez jouer en effaçant des choses pour pouvoir zoomer sur certains résultats. Donc les histogrammes, c'est finalement les résultats en absolu. Quand on veut faire jouer les impacts carbone des uns vis-à-vis des autres au sein des étapes du cycle de vie ou des équipements, la représentation par camembert donne des pourcentages. Donc là, on peut voir aussi de la même manière, peut-être un peu mieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut simuler un scénario en changeant certaines choses, en se disant, OK, je suis à je ne sais pas combien de tonnes, OK, on va allonger la durée de vie, ou bien, OK, on va diminuer le temps d'utilisation. En tout cas, j'ai envie de voir ce que ça me donnerait. Du coup, on retourne à la simulation, on crée une simulation, et là, on peut diminuer en pourcent le nombre d'équipements, diminuer la durée de vie en année ou diminuer les heures d'utilisation par jour. Attention, petit défaut, petite limite du calculateur aujourd'hui, c'est quand on diminue en pourcentage le nombre d'équipements, ça va s'appliquer sur tous les équipements. Donc ça, après, vous pouvez toujours reprendre à la main hein, si vous voulez. Mais là, pour l'instant, c'est effectivement, c'est une petite limite. Donc là, on va dire qu'on ne réduit pas les équipements. Par contre, on rajoute 2 ans de durée de vie à l'utilisation de ces équipements et on reste même heure d'utilisation par jour. Et là, on voit
qu'on a 127 tonnes. Du coup, on a quand même baissé. On a baissé surtout sur la fabrication, puisqu'on a augmenté la durée de vie. Et puis, on peut aller dans le détail de ce que ça donne. Donc là, par exemple, on pourrait modifier l'inventaire en disant: «OK, là, le +2, c'est ce qui a été fait automatiquement puisqu'on l'a rajouté à tous». Et puis, on peut dire: «Bah, tiens, pour ces matériels-là, je vais passer de 24 heures d'utilisation par jour à 12 heures». Et comme ça, on peut faire des simulations et comparer finalement ce qui a été fait. Puisque si on part du CHU moyen simulé et qu'on le compare au CHU moyen d'origine, à ce moment-là, il va vous dire: bah là, vous aviez 162 tonnes d'impact, vous êtes passé à 127, donc avec un bénéfice de 44 tonnes. Et puis, vous allez voir que c'est surtout la fabrication qui baisse, avec finalement des quantifications de la baisse. Voilà. Donc pour conclure, je m'excuse, peut-être été un peu longue, je voudrais, juste dire, la conclusion, du rapport, c'est que la solution, hein, à nouveau, c'est pas de limiter le recours au numérique en santé ou de limiter les soins, mais c'est d'aller vers un numérique responsable qui implique, une réflexion d'abord sur les besoins et sur notre manière de l'utiliser pour ne pas utiliser inutilement le numérique en santé. Voilà. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à vous présenter. Merci beaucoup pour votre présentation et votre intervention. Je pense que c'est important effectivement enfin, votre conclusion d'intervention est importante parce que souvent les établissements effectivement se sentent pris dans une injonction contradictoire effectivement entre cette accélération de la santé numérique portée par les pouvoirs publics et donc le déploiement des usages et puis cette nécessité concomitante de réduire l'empreinte carbone de leurs activités. Donc, je pense que c'était utile de rappeler effectivement la philosophie finalement de cette démarche de sobriété numérique en santé. Donc, merci beaucoup d'avoir pu présenter finalement à la fois les grands enjeux et puis l'action menée au niveau national hein, pour soutenir la sobriété numérique en santé. Et vous avez mis en lumière plusieurs principes et également des moyens d'action disponibles pour répondre à ces enjeux. La démonstration que vous avez faite, en tout cas de la version bêta de l'outil Eval Carbone SI, est intéressante et en tout cas, on perçoit tout l'intérêt pour les établissements de se saisir de cet outil, de ce type d'outil pour finalement pouvoir engager des actions efficaces. Bertrand Sommier l'a dit en introduction, hein, les cliniques privées agissent déjà en termes de verdissement de leur numérique en santé, même si bien sûr c'est une démarche qui, il faut se le dire, est quand même une démarche nouvelle, en tout cas qui mérite d'être massifiée à l'échelle de l'ensemble du secteur de santé, mais effectivement, des actions sont d'ores et déjà engagées. Et c'était important pour nous, dans le cadre de ce webinaire, de donner la parole à un retour, enfin, faire part d'un retour d'expérience d'adhérents, d'établissements adhérents qui, finalement, partant du principe des enjeux posés, ont engagé une démarche de sobriété numérique. Et donc, je vais accueillir Mathilde Darroux, qui est chargée entreprise à mission et engagement environnemental chez Vivalto Santé, Olivier Boixière, qui est DSI au sein du groupe Vivalto Santé, et également Thomas Jouvin, qui est responsable SI sur le territoire Bretagne pour Vivalto Santé, également référent groupe sur la sobriété numérique. Et vous avez accepté de partager avec nous finalement votre démarche en termes de sobriété numérique et à la fois en termes d'actions engagées et à engager et aussi en termes de méthodologie parce qu'effectivement, les actions à déployer ne sont évidemment pas choisies au hasard. Je vous laisse la parole. Merci encore. Merci beaucoup, Marie-Claire. Merci pour l'invitation à partager notre expérience. Alors, juste rapidement pour se présenter, moi je suis Olivier Boixière, je suis le DSI du groupe Vivalto Santé. Je suis accompagné de Thomas Jouvin qui est à ma gauche. Et
Mathilda, alors Thomas Jouvin qui est responsable système d'information du territoire Bretagne-Est chez nous, donc, et qui est très impliqué sur le sujet éco-responsable sur la partie numérique. Et je ne sais pas si Mathilda nous a bien rejoint. Elle craignait d'avoir un petit Oui, peu de je suis bien là. Et Mathilda Roux, qui est chargée de mission entreprise à mission et développement durable et engagement environnemental chez Vivalto. En fait, juste rapidement pour situer un petit peu, Vivalto Santé, on est 3e groupe de santé privée en MCO en France, avec une 50aine d'établissements. On a fait une croissance externe en 2020, fin 22-2023, avec des acquisitions en Espagne, au Portugal, en Suisse, en Tchéquie et en Slovaquie. Donc, on est un peu présent sur ces pays-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une particularité, c'est qu'on a une stratégie qui s'appuie sur une vision de ce qu'on appelle la 3e voie chez Vivalto Santé, avec un actionnariat médical qui est très impliqué chez nous, hein, et qui a maille à partir, qui est très intéressé également sur le sujet d'ailleurs du numérique responsable. Donc, il nous le témoigne assez fréquemment. Et puis, un autre sujet, on est également entreprise à mission depuis maintenant 3 ans, je crois, Mathilda. Et en fait, ça veut dire qu'en étant entreprise à mission, on a une raison d'être, une raison sociétale, en fait, qui caractérise le groupe. Et c'est important pour nous, en tout cas, de vous partager notre approche, qui est une approche, alors on va être très humble, hein, parce que vu ce que vient de nous montrer Brigitte, on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. On essaie de notre côté d'apporter notre petite pierre à l'édifice. On va essayer de vous montrer ce qu'on a réalisé de manière pragmatique depuis quelques temps maintenant. Et je vais vous partager mon écran. Je vois, je ne l'ai pas fait encore. Je ne sais pas si vous le voyez, ça doit être bon normalement. Parfaitement. Voilà, Oui, c'est bon. parfait. Alors peut-être pour introduire, peut-être que Mathilda, je te passe la main. Oui, tout à fait, merci Olivier. Donc effectivement, Olivier l'a dit, on est entreprise à mission Vivalto Santé depuis 2021. Donc on n'est pas la première entreprise à mission du secteur de la santé, c'est arrivé assez peu chez nous. Et on est aujourd'hui donc doté d'une raison d'être, qui est donc notre mission au service de tous et de façon durable et de soigner et d'accompagner les patients tout au long de leur parcours de soins et de leur vie. Elle est fondée sur un partenariat innovant avec les médecins et un engagement fort des femmes et des hommes du groupe. Donc ça, c'est vraiment la mission, notre raison d'être en tant que groupe qui mène toutes les actions qui sont réalisées au travers du groupe Vivalto Santé. Et on a 4 objectifs statutaires qui sont nos 4 parties prenantes, donc sur les patients, les salariés, les médecins et l'environnement. Et c'est justement donc dans le cadre de ce webinaire qu'on a souhaité partager ce qu'on faisait dans le cadre de cet engagement environnement. Puisqu'aujourd'hui, finalement, la DSI s'intéresse à ce sujet depuis 2022, donc était aussi bien en avance et a réalisé un certain nombre d'actions, voilà, avoir une prise de conscience dès le départ. On va vous expliquer aussi comment ça s'est passé. Et donc, il y a une vraie démarche structurée aujourd'hui de sobriété numérique qui est complètement intégrée dans le sujet de l'entreprise à mission et qui est soutenue aussi par la démarche d'entreprise à mission au travers des différentes instances de gouvernance du groupe. Donc voilà, on a des partages qui sont réguliers avec Olivier et Thomas notamment. Et aussi, bien sûr, c'est mesurer cette performance-là et tracée au travers de la DPEF que vous connaissez tous aujourd'hui. Je te laisse la main, Olivier. Voilà, donc c'est très important. Ouais, pardon. Merci Mathilda, parce que c'est très important ce qui vient d'être dit là, pardon. On fait une déclaration de performance extra-financière tous les ans et on est contrôlé par un organisme tiers indépendant qui va vérifier la véracité de ce qu'on annonce. Et dans ces engagements-là, il y a des engagements sociétaux, durables et environnementaux qui sont pris et effectivement contribuent à alimenter ces éléments-là avec Mathilda. Je poursuis. Hop, pardon, slide suivante. Voilà. Tout a démarré en fait chez Vivalto en 2022. En fait, on a eu un séminaire en fait de la DDSI, hein, donc de tous les collaborateurs de la direction du digital et des systèmes d'information, à Saint-Malo d'ailleurs. Et en fait, à cette occasion-là, on avait une thématique qu'on a voulu mettre sur la table, c'était justement le numérique responsable. Et on a sollicité un partenaire, à savoir PwC, hein, qui nous a accompagnés sur le sujet, qui avait déjà une démarche assez avancée sur la sobriété numérique. On a voulu s'appuyer sur leurs compétences pour pouvoir amorcer le sujet chez nous. Et ça a permis d'avoir un séminaire qu'on va aborder juste après, mais qui nous a permis vraiment de mettre le pied à l'étrier sur le sujet. C'est une démarche donc, voilà, qui a maintenant 3 ans, qui s'engage dans la durée. Vous voyez, on a un programme jusque 2030, donc avec une vraie ambition. Là où, encore une fois, je tiens à ce qu'on reste humble, hein, c'est une marche assez pragmatique au final qu'on a mis en place. Et là, Thomas va pouvoir en parler. C'est quelque chose qui nous a permis, en tout cas, en 2022, d'avoir un point de départ
lors de ce séminaire de la DDSI, on a voulu surtout évaluer notre empreinte carbone à l'époque. Et alors, on entendait les chiffres tout à l'heure que nous a donné Bertrand, hein, les 15 mégatonnes de CO2 à l'échelle. Et puis, on avait aussi les 180 tonnes de CO2 que nous a présenté tout à l'heure Brigitte sur la partie 180 tonnes de CO2 par établissement et par an, à peu près, hein, j'ai arrondi, sur l'établissement qu'on a vu tout à l'heure. Chez Vivalto, quand on l'a mesuré, on était à 2000 tonnes de CO2 sur la partie numérique chez Vivalto, ce qui fait à peu près 50 tonnes de CO2 par établissement à l'époque. Donc oui, on est vraiment dans les mêmes approches, c'est assez comparable, hein, parce qu'un établissement chez Vivalto, une clinique est généralement plus petite qu'un hôpital. Donc on est bien dans les mêmes ordres de grandeur, c'est plutôt rassurant. Ça nous a permis d'avoir un point de départ. Alors là, je vais peut-être te passer un peu la main, Oui. que tu nous expliques, Thomas, un petit peu ce qui s'est passé lors de ce séminaire. Pardon. Oui, bonjour à tous. C'était déjà une prise de conscience, je pense, pour pas mal de collaborateurs, hein, de ce sujet, qu'on a tendance un petit peu que beaucoup de gens ont tendance à ne pas connaître, puisque le numérique, c'est propre par définition, et en fait, on apprend que non, pas du tout, loin de là. On avait eu une après-midi de brainstorm sur ce sujet pour prendre un petit peu la température, pour voir les idées qu'on pouvait avoir déjà, et surtout, le but, c'était d'initier la démarche. Voilà. Après, je peux enchaîner sur la suite, hein. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a retenu un prestataire pour nous accompagner, PwC finalement, qui nous avait accompagnés sur l'après-midi et resté avec nous. Et puis là, on est parti dans des actions plus concrètes, ce qu'on voulait, ce que disait Olivier, on était avec pragmatisme, hein, c'est un sujet qu'on découvre. Donc on se faisait un petit peu, on se laissait guider. Ils avaient une méthodologie intéressante, ils l'avaient fait chez eux. Donc ils ont fait deux choses: calcul de l'empreinte, Olivier vient d'en parler, et puis surtout les actions qui découlaient de cette mesure, de cette première mesure. Juste petite chose là-dessus, c'est qu'il y a une équipe quand même de 4 collaborateurs de la DSI qui sont mobilisés, dont Thomas. Tout à fait, Voilà, à la fois pour faire le relais avec l'entreprise à mission, et puis pour prêcher un petit peu la bonne parole au sein des établissements, au sein du reste de la DSI. Donc on est effectivement 4 à avoir pris ce sujet à la DSI. Donc exactement ce que je disais, l'évaluation a été faite. Alors ce qui est rassurant aussi par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Brigitte, c'est que on voit que les postes qui consomment le plus sont les mêmes. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a découvert, nous, à l'époque, à savoir le matériel, déjà. C'est le matériel qui est le plus consommateur. Moi, personnellement, j'ai été un petit peu surpris de voir que notre énorme data center, qui est climatisé, qui est refroidi, il pesait pas très lourd, finalement, dans l'addition. Le fait que ce soit mutualisé contribue, je pense. Donc, on avait appris que c'était essentiellement notre matériel, et plus particulièrement, comme ça a été dit tout à l'heure, la fabrication du matériel. toute la partie Digital Workplace. Le Digital Workplace, tout à fait. Donc voilà, c'est ce qu'on avait pu constater. Et si on rentrait un petit peu plus dans le détail, là, on est dans du très concret, c'est les écrans. Alors après, la mode est au double écran, au triple écran. Ça se comprend, hein, mais malheureusement, finalement, les écrans, c'est un quart de notre empreinte carbone. C'était la moitié du Digital Workplace. Donc, une fois qu'on avait toutes ces clés en main, on est parti sur des actions qui en découlaient. Alors, ça tournait beaucoup autour des achats. Alors, je me permets juste une petite chose. L'impact de la fabrication, tout à l'heure, Brigitte l'a dit. Il y a l'utilisation qui marque une empreinte carbone assez significative, mais la fabrication est encore plus significative finalement. Et donc, ça posait la question de savoir les circuits d'approvisionnement qu'on pouvait avoir, où on s'approvisionnait, en quel pays. Est-ce que c'est des pays qui produisaient à énergie décarbonée ou pas? Donc, c'est un peu compliqué, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, tous les composants électroniques viennent de la même plaque Asie du Sud-Est. Très compliqué pour nous de jouer sur cet indicateur-là. Et donc, on a plus travaillé sur l'allongement des durées de vie, sur un certain nombre de plans d'action qui vont être présentés juste derrière. Pardon, Thomas. Il y avait, juste en préambule là-dessus, on avait donc une trentaine de chantiers qui avaient été identifiés à l'issue du travail avec PwC, une trentaine d'actions possibles. On en a priorisé 8. Alors 8 et on en affiche 7 en fait sur la slide, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, mais il y en avait eu 7 qui ont été priorisés. Ah oui, il y en a 2 qui sont regroupés, pardon. Il y en a 2 qui sont regroupés, en fait, c'est le 12A et 12B. Merci, c'était ça. Et en fait, on a fait à chaque fois une petite note de cadrage pour préciser ce qu'on attendait de chacun des chantiers.
Et puis, on fait un suivi régulier avec la direction entreprise à mission et développement durable, et donc avec Mathilda, pour voir l'avancement de ces différents chantiers. Juste une petite chose, c'est que tout ça ne fonctionne bien qu'à partir du moment où l'action 2, là, un programme numérique responsable, est posé. Il faut poser un cadre, il faut qu'il y ait un sponsor qui porte la démarche auprès du COMEX et du CODIR. Et derrière, il faut un petit budget, une équipe mobilisée et une communication qui va avec. Et donc, bon, moi, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur Thomas et trois personnes qui sont vraiment pleinement mobilisées au sein de l'équipe numérique durable. Donc, voilà, ce point-là est quand même essentiel et je te laisse peut-être évoquer les Et oui, autres actions. c'est vrai. Et puis, on a c'est très important, le sponsoring côté groupe. On sent qu'on est entendu sur le sujet. Ça, c'est primordial. Après, alors, je ne vais pas tout vous détailler, rassurez-vous. Pour passer en survol, la partie inventaire est fait totalement lien avec l'outil Eval Carbone qui a été présenté, là, pour lequel on est pilote. Donc ça, c'est quelque chose qu'on faisait déjà, mais on l'a renforcé un petit peu. Alors, c'est pas toujours plaisir aux techniciens de parc parce que là, on va vraiment à l'écran, inventorier à l'écran. C'est assez fastidieux, mais il faut le faire. Et ce qui est un gros pas dans cette démarche, je pense, c'est le recours, enfin, des critères d'achat au catalogue. Très concrètement, c'est le recours grandissant à du reconditionné. Quelque chose qu'on s'interdisait avant. Enfin, en tout cas, on ne se posait pas la question. Maintenant, on le fait beaucoup. Moi, sur la Bretagne, je fais essentiellement du reconditionné et on commence même à le faire sur la partie infrastructure data center. C'est des équipements qu'on change moins souvent, certes, mais on se l'autorise aussi. Pour l'instant, avec succès, alors j'ai peut-être pas encore assez de recul, mais les équipements marchent très bien, ils sont en très bon état et ils ont une empreinte carbone bien moindre du fait qu'ils soient reconditionnés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Sensibilisation, c'est quelque chose qu'on essaie de faire beaucoup en interne. On participe les uns les autres à des séminaires, mais qui ne sont pas liés à l'informatique. On a un séminaire d'encadrement soins bloc, par exemple. Eh ben, on nous donne la parole 20-30 minutes pour exposer ce sujet. Et souvent, les gens, en fait, ils prennent conscience de la chose. C'est déjà le premier pas, je pense. Ils prennent conscience du fait que ça existe et que ce n'est pas parce qu'on appelle ça du cloud que ça ne pollue pas. On a quelques chiffres, comme ceux qui ont pu être montrés tout à l'heure, qui permettent un petit peu de fixer les idées. Et puis, voilà, suite à ça, pour accompagner tout ça, les politiques de remplacement, Olivier en parlait, c'est le fait de définir la durée de vie de nos matériels, que ce soit nos PC, que ce soit nos équipements data center. Donc là-dessus aussi, on essaie de formaliser les choses pour éviter que chacun le fasse à sa guise et sans concertation. Voilà. Après, je ne sais pas si je vais passer nécessairement sur les autres. Quelques exemples. Voilà, donc sur les inventaires, bon, on a un site qui est de taille dans la moyenne élevée, qui a 100% de son inventaire réalisé, croisé. Donc là, c'est ce que je vais utiliser en premier, ce site que je vais utiliser pour Eval Carbone. Critères d'achat, alors je vais plutôt vous donner un petit exemple tout récent. Là, j'ai pris des écrans reconditionnés. On m'a dit, attention, avec les frais de port, ils sont au même prix que des neufs. C'est un petit peu dommage. Malgré tout, je teste, je suis quand même parti sur le reconditionné, partant du principe que c'est un quart de notre empreinte carbone. On en vient à se dire qu'à coût équivalent, on part sur du reconditionné et non pas du neuf, ce qui est un peu contre-intuitif peut-être, mais je pense que ça fait du sens. Donc, les politiques de remplacement, oui, on arrive à évaluer maintenant l'âge de nos parcs informatiques avec nos inventaires. Et donc ça, c'est un bon indicateur pour savoir un petit peu où on se situe sur un site, si on peut se permettre de conserver encore, de pousser un petit peu. Les campagnes... Dans les approches pragmatiques qui sont menées, il y a des rotations de postes qui sont réalisées, des postes qui sont qui étaient très sollicités au départ, qui sont peut-être en fin de vie moins sollicités, sont déplacés justement sur des postes ou des fonctions moins demandeuses, quoi, oui, c'est ça. de performance. Elle est finie l'époque où, quand un utilisateur disait mon PC il rame, on le mettait au rebut et puis on le retrouvait 3 ans après sur l'étagère. Je schématise un petit peu, mais on arrive à faire prendre conscience aux gens que ce n'est pas la bonne solution. Alors, on a aussi travaillé, donc sensibilisation, je vous en ai parlé. Ça y est, on a instauré les impressions noir et blanc par défaut, ce qui veut dire que l'utilisateur doit faire une action pour imprimer en couleur, ce qui évite d'avoir des feuilles imprimées par erreur en couleur qui restent sur les photocopieurs sans fin. Et puis, un gros travail qui a été fait, je termine là-dessus, sur le tri, le recyclage. Donc, on a instauré dans tous nos établissements des filières de recyclage. Alors, soit le matériel
est encore bon, on le revend, soit le matériel a été au bout, et là, à ce moment-là, on le recycle en isolant la partie donnée, évidemment, hein, qui est avec la RGPD qui est jamais très loin, mais la partie matérielle est recyclée proprement selon des filières, des 3E. On peut faire des dons à des associations sur certains sites. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est en place à peu près partout maintenant. Alors, ce qu'on fait en parallèle, vous avez bien compris, hein, c'est qu'on réalise ce que vous voyez sur la droite de la slide. On rédige beaucoup de politiques qui nous permettent justement de s'assurer que ces politiques-là soient appliquées dans l'ensemble du groupe. On démarre en général par un pilote, et c'est souvent la Bretagne qui s'y colle sous l'égide de Thomas. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait la preuve du bon fonctionnement, on rédige une politique et puis ça bascule en mode un peu plus régulier. Alors, c'est notre gros sujet, hein, c'est de passer à l'échelle. Oui. Parce que le cas réalisé à l'échelle d'un établissement, d'une région, c'est comment on réussit à transformer l'essai à l'échelle de tout Vivalto, tout du groupe. C'est un peu plus compliqué. Un petit focus. Oui, focus. Alors, on a le Digital Cleanup Day. Je suis incapable de vous ressortir la date, par exemple, par contre. Mais on avait profité, en fait, hein, c'est un petit clin d'œil de ce jour-là pour envoyer une communication que vous avez sur la droite pour l'espace de stockage qui est utilisé. Alors, pour se dire les choses en toute transparence, on parle, l'espace en lui-même n'était pas monstrueux au niveau du groupe, mais le but était de faire prendre conscience aux gens que garder des documents, des brouillons d'un PowerPoint de 2011, par exemple, en garder 8 versions, ça ne faisait pas forcément beaucoup de sens. Et puis qu'ils arrivent à adopter cette même démarche dans leur environnement perso également. Donc, on avait fait une petite communication, on avait dit voilà ce que vous pouvez faire pour faire de la place. Et après, on avait mesuré, après coup, on avait regardé qui étaient les vainqueurs, qui avaient fait le plus de ménage sur leur espace de stockage. Un clin d'œil, mais pour une prise de conscience. Voilà, donc oui, en fait, le sujet, là, on a voulu faire une présentation assez pragmatique, et puis encore une fois, on reste très humble, hein. Cette démarche-là, de toute façon, c'est mettre le pied à l'étrier, c'est réussir à démarrer, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a pris nous. Identifier les 7-8 actions clés sur les 30. Encore une fois, il y avait une trentaine d'actions. On est plus dans une approche quick win, hein. C'est ce qui peut nous apporter vraiment un effet de levier important. On a vu que la digital workplace, c'était vraiment un sujet, poste de travail, donc on y a consacré beaucoup d'énergie. L'impression était un volet aussi assez important. Donc, c'était se focaliser sur quelques thématiques, mais les mener plutôt au bout, sur des pilotes, sur des environnements un petit peu plus restreints. Mais maintenant, il va falloir qu'effectivement, on réussisse à harmoniser toutes ces pratiques là, à l'échelle du groupe Vivalto. Donc là, c'est un challenge qui se dresse devant nous. Sachant que forcément, tout ça se fait à ISO effectif. Et c'est un des sujets, hein, c'est qu'aujourd'hui, ben, on fait ça, c'est souvent porté par des gens de bonne volonté qui ont une sensibilité à la chose. Donc nous, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a effectivement trouvé, au détour du séminaire d'ailleurs, des DSI, 4 volontés qui se sont exprimées spontanément à ce moment-là et qui sont en groupe de travail, qui sont toujours en groupe de travail aujourd'hui et qui portent un peu tout ça. C'est vrai que ça porte beaucoup sur la bonne volonté, en fait, hein. Et donc derrière, l'intérêt qu'on y retrouve, nous, c'est qu'effectivement, ce qui a été évoqué Ah, il y a encore une rupture de... Ou est-ce que c'est que moi? Non, je te confirme, Marie-Claire, on est en rupture aussi. aussi la partie performance extra-financière qui pour nous est importante, hein, côté Vivalto, qui est regardée aussi par nos actionnaires et par les banques. Voilà. Donc en tout cas, on continue la démarche, c'est loin d'être fini, on reste très humble sur le sujet et à l'écoute de vos questions s'il y en avait. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup Mathilda, Olivier et Thomas pour finalement la présentation de cette démarche et puis la trajectoire, hein, que vous vous êtes fixée. On voit qu'effectivement agir pour réduire l'impact du numérique en santé englobe un ensemble de pratiques et finalement ça passe, c'est vrai, comme toujours, par un diagnostic, évaluer l'empreinte carbone pour identifier les postes les plus consommateurs et mettre en place finalement un plan d'action dans une approche gagnant-gagnant. Alors, je ne vois pas de questions posées au fil de l'eau. Brigitte Sorossi a répondu à l'une qui avait été formulée par Fabien Leloir. Je laisse encore quelques instants si certains participants souhaitent poser une question. Alors, une question. Comment évaluer la durée de vie d'un équipement reconditionné?
Thomas. Alors oui, ça c'est une question qu'on a soulevée hier d'ailleurs pendant la présentation Eval Carbone. C'est le poids en termes d'empreinte carbone d'un équipement reconditionné par rapport à un équipement neuf. Et là, c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse aujourd'hui. On l'a soulevée hier. Oui, et il n'y avait pas d'ailleurs de réponse qui a été apportée non plus, parce que pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas encore intégré. Néanmoins, idéalement, on pourrait faire quelque chose dès lors que l'on sait quel est le pourcentage de reconditionné dans le matériel. S'il est 100% reconditionné, on rentre dans la deuxième vie finalement. S'il est 50% reconditionné, il y a 50% de neuf, 50% issus d'une deuxième vie. Et ça, en gros, pour l'instant, on ne s'est pas penché dessus parce qu'on avance progressivement. Mais par contre, je pense qu'il y a moyen, avec un petit calcul, d'avoir une durée de vie, une estimation. Par Oui, ce contre, sera des voilà. abacs, hein, je pense. Oui, c'est ça. Ce sera une estimation qui Ah oui, permettra ce de sera une estimation. Oui, ce quantifier. sera une estimation. Alors, Et clairement, sur ce sujet-là, effectivement, on peut refaire un séminaire, si Marie-Claire nous invite dans 3 ans, on pourra faire un retour d'expérience, pour le coup, remesurer tout ça, mais c'est vrai qu'à date, on manque un peu de recul. Volontiers. alors la Ça se garantie, construit, hein. je réponds rapidement. La garantie, oui, on a une garantie. Ça peut arriver qu'on ait une batterie qui ne tienne pas, donc on a une garantie. Alors la durée de vie, ouais, elle est rarement dépendante du matériel. Jusqu'à présent, en tout cas, moi, j'ai pas eu de blocage lié au matériel, parce que les versions OS, on les réinstalle, C'est ça. on met nos OS, donc c'est assez rare que le matériel soit bloquant. On applique un master Vivalto, hein, qui est un master aujourd'hui Windows 10 et qui est en train de basculer d'ailleurs Windows 11. Mais effectivement, on applique le master systématiquement, en fait. Pareil, le hardware non supporté, alors j'ai pas encore, on n'a pas encore énormément de recul. Ça fait 3 ans, 2 ans qu'on est vraiment dans la démarche reconditionnée. J'ai pas encore eu de soucis cyber liés à du hardware non supporté. Parce que c'est quand même du matériel assez récent qu'on achète, hein. Oui, Et et on dans prend les pas n'importe quel type versions de de matériel. Windows, les versions de Windows qui requièrent des composants de dernière génération, tout le monde est au courant. Et dans le matériel reconditionné, il peut y avoir des pièces qui correspondent à ces critères-là qui seraient neuves, quoi. C'est pour ça que je dis qu'un matériel reconditionné est rarement 100% reconditionné. Il est à un certain pourcentage de reconditionnement avec des choses qui sont récentes. Sachant que dans les référentiels de l'éthique du numérique en santé, dans le chapitre éco-responsabilité et développement durable, nous, on demande aux éditeurs de faire un effort, plus qu'un effort d'ailleurs, pour que les matériels, les logiciels, les solutions numériques tournent sur des matériels qui ne nécessitent pas d'être de dernière génération. Après, là où la dernière génération peut être exigée, c'est dans le cas de la cybersécurité. Effectivement, mais à ce moment-là, on a des composants qui sont neufs. Et c'est un marché, j'ai envie de dire, Brigitte, pardon, qui se structure aussi. C'est-à-dire que le marché Oui, des tout à fait. fournisseurs de reconditionnés se structure. Ils sont aussi en devoir de nous fournir du matériel qui tienne la route, hein, parce qu'effectivement, la garantie a été évoquée tout à l'heure. Si c'est pour de retrouver des équipements qui ont une durée de vie extrêmement courte, on va rapidement changer de crèmerie. fournisseur et de crèmerie. Exactement. Donc, c'est un marché quand même qui se professionnalise, je trouve. Et on a, enfin, sur les retours d'expérience, sont plutôt Alors, très positifs. pour l'anecdote, les seuls vrais soucis que j'ai eus, c'est des PC livrés avec des claviers belges. Bon. Oui. Ils ressemblent aux claviers français, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Ça peut perturber un peu. Il y a C'est des pas, frites, non, dessus? c'est pas- ça glisse un peu. Non, c'est des soucis que j'ai eus. Sinon, le reste, on reste dans la même gamme de produits que ceux qu'on achetait en neuf. Hein, Tout à c'est fait. les mêmes références qu'on achète, en fait, avec Oui. une génération d'écart, mais ce sont les mêmes. Et sans faire de pub, nous, on a visité un atelier de construction OVH, hein, des serveurs OVH. En fait, il les développe maintenant en kit avec des pièces qui peuvent être changées. C'est une autre façon d'allonger la durée de vie. C'est qu'on puisse réparer, il y a un indice de réparabilité, on peut réparer un équipement en changeant des pièces. Ouais. Comme certains téléphones, ouais. Ouais, c'est ça.
Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté le jeu de réponse aux questions à la volée. En tout cas, on l'a vu, hein, les actions finalement sont nombreuses, elles méritent d'être priorisées et engagées évidemment sur la durée. Vous avez évoqué, hein, Olivier et Thomas aussi, les clés de réussite. Quand on veut passer à l'action, c'est un budget dédié. On connaît le contexte économique contraint des établissements, mais en tout cas la nécessité d'avoir, en tout cas de mobiliser un budget. Et puis vous avez évoqué aussi finalement la sensibilisation et la formation du personnel. Et ça, effectivement, c'est deux leviers aussi sur lesquels finalement on est invité à travailler collectivement aussi avec le ministère. En tout cas, le webinaire touche à sa fin. L'enjeu de ce webinaire, en tout cas, c'est comme cela qu'on l'a conçu, envisagé, c'était de pouvoir finalement poser le sujet et les enjeux du verdissement du numérique en santé et finalement commencer à accompagner les établissements adhérents dans leur démarche de sobriété numérique pour effectivement, en tout cas avec cette ambition de massifier le passage à l'action. Donc un grand merci à Brigitte Seroussi, Mathilda Roux, Olivier Boixière et Thomas Jouvin. Merci évidemment également à Bertrand Sommier, notre secrétaire général et spécialiste des questions SIH au sein de la fédération. Un replay sera disponible pour l'ensemble des établissements adhérents et si les intervenants l'acceptent, nous pourrons partager le diaporama, les différents diaporamas qui ont été projetés. En tout cas, un grand merci pour vos interventions et un grand merci pour votre participation. Merci beaucoup. Au Beaucoup. revoir et à Merci bientôt. beaucoup. Bonne journée. Au revoir.